Même mes parents, ils m'ont dit arrête et tout, ils vont te kidnapper, Et j'étais là en mode mais peut-être alors. Donc peut-être que c'est mon destin d'aller me faire kidnapper là-bas. Je me définis guyanaise par l'amour que j'ai pour mon territoire, l'amour que j'ai pour sa culture, son histoire. Je me sens d'Amazonie, je me sens d'ici. J'aime beaucoup manger. Qu'est-ce que représente le voyage pour toi, le fait de voyager? Ce qui m'anime dans le fait de voyager, c'est ma curiosité à aller voir des choses. Au Pérou, j'ai mangé du cochon d'Inde. Je voulais vraiment aller de l'autre côté, voir ce qui se passe, puisque là-bas, la culture est d'une richesse incroyable. Je savais que j'allais trouver de l'authenticité, je savais que j'allais trouver du caractère dans mon voyage. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as douté? C'était beaucoup d'introspection au voyage. Il y a même un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là et tout, pourquoi aussi longtemps? En fait, tu te rends compte que t'es libre, en fait, et que t'as le pouvoir de tout reconsidérer. Donc, à partir de là, tu refais le monde. Et tu te refais toi aussi, en vrai. Ah, j'en ai mangé du cacao. J'ai même appris à faire du chocolat. C'est trop bien de voyager, c'est incroyable. Je suis interdite de Bolivie pendant 3 ans. La peur, c'est rien. La peur, c'est vraiment sur le moment. Après, ça passe. Et lorsque ça passe une fois, ça passe toujours. One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Fondateur de Tan Audio et de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel, et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Idiosa de la série Taste It. Mon invité du jour s'appelle Amanda, mais sur les réseaux, elle s'appelle d'Amazonie. Mais ça, nous y reviendrons. Amanda, c'est une voyageuse. Elle a déjà voyagé dans plus d'une quinzaine de pays, notamment en Asie, comme le Cambodge, l'Inde ou le Sri Lanka. Et tout récemment, dans un autre bout de l'Amazonie, avec un voyage de presque 2 mois entre le Brésil, Pérou, Bolivie et Chili. Bref, Amanda, c'est une voyageuse et une passionnée de l'Amazonie. Aujourd'hui, nous sommes en Guyane, chez elle, et j'ai hâte qu'elle nous partage son amour de l'Amazonie. Amanda, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu cet après-midi? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de ce podcast pour le coup. Pas de souci. Le plaisir est pour moi, là, pour le coup. On va commencer par la première question. Alors, est-ce que tu peux commencer par me dire qui es-tu, ce que tu fais dans la vie et où tu as grandi et où tu vis maintenant, s'il te plaît? Alors, je suis Amanda. Dans la vie, je suis responsable commerciale dans la climatisation, donc ça n'a rien à voir avec l'Amazonie ou le tourisme. J'ai fait mes études entre Paris, l'Espagne, les États-Unis, la Thaïlande, etc. Puisque j'ai eu la chance de faire des partenariats, Okay. des échanges universitaires. J'ai grandi ici en Guyane, Okay. à Cayenne, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis partie faire mes études. Et dès que j'ai fini, après mon master en tourisme, je suis revenue. Et pendant tes études, tu as vraiment fait le choix, du coup, de à chaque fois partir à l'étranger pour pouvoir découvrir ailleurs. Oui, j'ai d'ailleurs choisi une école où je savais que c'était possible. Ok. Dès le départ, ouais. Alors, justement, avant de parler voyages, est-ce que tu peux me dire quel métier tu voulais faire quand tu étais petite, s'il te plaît? Je voulais faire journaliste. Je voulais faire journaliste, ouais. Un grand moment de mon adolescence, c'était ça. Et puis quand j'étais vraiment toute petite, c'était vétérinaire ou maîtresse comme les autres petites filles. Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport au journalisme? À quel moment tu n'as pas pris cette voie-là pour le coup? Je me suis posé la question dernièrement parce que on m'a posé la même question. Je me suis posé la question et je sais pas vraiment. Je pense que je me suis dirigée dans le commerce puisque j'ai commencé avec ça pour mes études supérieures.
parce que il paraissait que ça ouvrait plus de portes et que c'était voilà. Le journalisme, je pense que c'est quand même assez concurrentiel ou ça reste. Je sais pas pourquoi j'ai choisi le commerce. Vraiment, c'était pour mes deux parents sont dedans. Enfin, pour moi, c'était en fait peut-être un peu tout tracé. C'est plus naturel entre guillemets. Ouais, peut-être. Et est-ce que, parce qu'on va en parler de ce que tu fais aujourd'hui sur ton compte Instagram, ça se rapproche pas un tout petit peu d'une dimension de journalisme Totalement, oui. Totalement. J'ai pris beaucoup de temps à faire ce que je fais. D'ailleurs, je prends toujours beaucoup de temps à sortir des petites choses comme ça. Je le fais pour moi parce que j'aime bien. Mais oui, ça a un beau rapport. Et puis avec mes études aussi, puisque j'ai fini avec du tourisme. Donc, oui, je suis une toute petite, à mon échelle, une toute petite journaliste. Ouais. Et mes focus sur l'Amazonie et la Guyane notamment. Au début, oui, c'est ce que je voulais partager, mais en soi, c'est beaucoup de voyages aussi, puisque sur mon Instagram, on voit aussi énormément de photos et de publications d'ailleurs. Donc, ouais. Alors, justement, est-ce que tu peux, sans parler de la Guyane, me donner ta définition de ce qu'est être une Guyanaise pour toi? Très bonne question. Est-ce que les Guyanais savent ce qu'est un Guyanais en lui-même? Je sais pas, je me définis guyanaise par l'amour que j'ai pour mon territoire, l'amour que j'ai pour sa culture, son histoire, le fait qu'ici je me sente chez moi, que je m'identifie à la population et que super son derrière là. Pardon? Les super sons derrière. Ah oui, moi j'adore celui-là. Et oui, être guyanais, je pense qu'il faut le ressentir lorsqu'on se sent appartenir à une terre. Pour moi, on peut facilement s'identifier à elle et totalement rester en accord avec tout ce qu'elle est. Donc moi je suis mon département, je suis ma terre, mes cultures, parce qu'ici il y en a différentes. Je suis tout ce qui est et je me sens tellement chez moi que je suis guyanaise de par qui je suis tout simplement. Par ton existence même en fait. Et c'est quoi le rapport d'un Guyano, d'une Guyanaise, d'emble-toi, pour le coup, à l'Amazonie en elle-même? Je pense que je pense qu'on se pose jamais la question parce qu'on a tellement on a grandi ici au beau milieu, on va dire, de l'Amazonie. On est tous un peu concentrés sur le littoral du coup. Je pourrais pas non plus dire. J'aime beaucoup passer du temps en nature. Je suis comme ça, donc vraiment là, je pourrais pas vraiment dire. Je me sens d'Amazonie. Je me sens d'ici. Je me sens pas. D'ailleurs, lorsque je suis partie dans mes voyages, j'ai toujours cherché à aller dans cette partie amazonienne là. Okay. Par exemple, dans mon dernier voyage. Et pour moi c'est un trésor vert, ça regorge de trésors, d'espèces, de biodiversité, de fruits, de légumes, de plantes médicinales, etc. L'Amazonie, on dit que c'est le poumon vert de la planète. Bon, avec les problèmes qu'il y a en ce moment, ça le devient moins, mais ça reste un lieu d'habitation pour beaucoup de communautés. Ça reste un repère pour beaucoup de personnes et quelque chose à préserver du coup à l'échelle internationale pour le rôle qu'elle joue. Donc voilà, je suis d'Amazonie parce que je suis tout simplement née ici. Je me sens bien en elle-même quoi. Je me sens bien dans ce lieu qui est le mien et qui me donne gratuitement ses richesses quoi, et ses ressources. C'est vrai qu'on parle beaucoup souvent du poumon vert, des animaux, de la flore, de la faune, mais on parle pas assez en fait des communautés justement qui habitent en Amazonie. Malheureusement, ouais.
C'est un problème que d'ailleurs les communautés de Guyane et d'ailleurs essayent de se faire entendre, pas seulement au Guyane mais au Brésil et dans plusieurs pays sud-américains. En Guyane, on a eu par exemple récemment le problème de la montagne d'or, qui était un projet assez dévastateur pour les communautés indigènes et pour un peu tout en soi. C'était pour ma part un projet assez désastreux pour ces communautés-là. Et puis voilà. On pense pas assez. C'est comme il faudrait, si vous voulez, penser un peu plus aux communautés indigènes, puisque déjà ce sont les premiers habitants, et puis partout en Guyane ou ailleurs, elles essayent de se faire entendre. Donc c'est un vrai mouvement aujourd'hui, mais pas assez entendu. Les communautés sont minoritaires, donc c'est compliqué pour elles de se faire entendre. Justement, toi, tu as un rapport un petit peu avec elles, tu les connais un petit peu, tu sais identifier. Je suis en rapport par ce que j'apprends par moi-même. Par ce que j'essaye d'aller chercher. Okay. Sinon, dans la vie de tous les jours, pas tellement. Parce que c'est présent dans la culture, mais dans ma vie de tous les jours, quand je vais au travail, quand je suis pas confrontée à... L'interaction. Non, pas vraiment. Ok. Et comment t'es venu justement ce pseudo d'Amazonie? Assez naturellement. Très, très naturellement d'ailleurs. Je viens d'Amazonie, je m'appelle Amanda et Amanda d'Amazonie et d'Amazonie, ça s'est trouvé très très rapidement. Et ça fait combien de temps que d'Amazonie? Tu t'appelles comme ça, ouais. Je crois que ça fait peut-être 2 ans. Ah oui, c'est assez récent. Ouais. Okay. J'ai trouvé ce nom-là quand j'ai voulu sortir mes premières vidéos sur la Guyane. Ouais. Et j'avais très peur, donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais oui, dès que j'ai voulu entreprendre ce projet, brander un petit peu le truc, voilà, créer une espèce d'identité, c'est là que c'est venu tout seul, vraiment. Ouais. En tout cas, c'est très bien trouvé. Merci, j'aime beaucoup aussi. Dis-moi, Amanda, qu'est-ce que représente le voyage pour toi, le fait de voyager? Ce qui m'anime, dans le fait de voyager, c'est, comme je disais, c'est ma curiosité à aller voir des choses. C'est venu pendant mes études, puisque j'ai eu la chance comme je l'ai dit aussi, de partir en échange universitaire. Donc là, on est confronté à d'autres personnes, à d'autres cultures, à d'autres manières de vivre, à d'autres manières de faire. Vraiment, c'est à chaque fois, c'est un quotidien qui était complètement bousculé par les différentes pratiques qui se font ailleurs. Et à chaque fois, je me faisais plein de petites rêves. On compare beaucoup, même si on le fait très inconsciemment. Donc c'est toujours les rencontres, le goût de l'inconnu, la curiosité, l'excitation, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et puis même aujourd'hui on est sur les réseaux, on voit beaucoup d'images d'ailleurs et puis on a envie d'aller voir. Donc voilà, c'est le voyage, c'est plus de la curiosité et de l'excitation pour moi. Okay. Ouais. Et aussi de l'apprentissage. Finalement. Énormément oui. Mais en voyage, même lorsqu'on n'est pas parti pour apprendre, on en apprend énormément. Ouais. Et est-ce que tu dirais que pour toi, ça fait vraiment partie de ta personnalité et de ton équilibre? Oui, parce que là, par exemple, je viens de revenir, j'ai déjà envie de repartir. Je pense toujours au prochain voyage, à la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Et puis j'aime aussi les endroits pas hyper touristiques et tout. Donc oui, ça fait partie de moi. Mais il faut savoir quand même que j'aime beaucoup revenir. Chez toi? Ouais. En Guyane? Ouais. Ok. Et que représente pour toi le fait de manger? J'aime beaucoup manger. Franchement, j'aime beaucoup manger. Petite anecdote, j'ai tellement mangé dans mon dernier voyage. Là, j'ai goûté beaucoup de street food. J'ai eu une infection et tout. Mais j'adore manger, ouais. J'adore manger. Et puis en plus, quand on voyage, on découvre tellement de plats différents faits avec parfois les mêmes produits qu'on a chez nous, mais
travaillent de manière Différemment, différente et tout. C'est excellent de manger, hein. Ah, Vincent, J'adore. j'ai une question pour toi là-dessus, juste après, justement. Mhm. Alors, dernièrement, tu es parti au Pérou, Ouais. Bolivie Et Chili. et Chili. T'as fait les Mhm. 3 d'un coup. Mhm. Qu'est-ce que ça représentait pour toi ce voyage-là et pourquoi tu es parti là-bas? Alors, j'ai eu l'idée au début, c'était que le Pérou. Ok. Et je voulais partir au Costa Rica pour rassurer mes parents parce que mes parents, ils voulaient pas du tout. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, va falloir me laisser partir maintenant. Donc, Tu as quel âge déjà? j'ai 24 ans. Va falloir me laisser. J'ai envie d'aller au Pérou parce que pour eux, c'était non, quoi. Non, c'est trop dangereux. Il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Donc, j'ai dit, OK, Costa Rica parce que c'est apparemment le pays le plus sûr, voilà, et le plus touristique aussi d'Amérique centrale. Mais moi, je voulais qu'aller au Pérou. Donc, du coup, j'ai construit mon voyage. J'étudiais beaucoup le Pérou à l'école. Ok. On avait beaucoup, tu sais, en MBA tourisme, on doit faire des produits touristiques, mettre en avant les atouts d'une destination, etc. Et moi, pour le coup, j'avais souvent le Pérou. Et c'est comme ça que l'idée, la graine a planté, voilà, elle a été plantée. Et aussi, ça fait un moment que j'avais envie de découvrir un pays d'Amérique du Sud. Ok. Voilà, parce que je connais un peu la Guyane, parce que je pense que je connais pas. C'est tellement grand en même temps. Voilà, je suis restée sur le littoral, j'ai pas fait les communes de l'intérieur, j'ai pas été en contact avec toutes les cultures, etc. Okay. Donc je pense que je manque quand même énormément de connaissances sur là d'où je viens. Je connais le Suriname à peu près aussi parce que pareil, nous on va à peu près toujours aux mêmes endroits. Et le Guyana, j'ai eu la chance d'y aller aussi, mais pareil, j'y suis restée 2 semaines et c'est pas ça qui me fait connaître un pays. Sauf que je voulais vraiment aller de l'autre côté, voir ce qui se passe, puisque là-bas, la culture est d'une richesse incroyable. Elle est très, très présente. L'authenticité de ce pays-là est incroyable, d'ailleurs en Bolivie aussi. Quand tu parles de culture dans ces pays-là, tu parles de leur relation aux cultures ancestrales? C'est ça que dont tu parles? Ouais. Ok. Par exemple, ici, en Guyane, on a différentes communautés. La musique. On a différentes communautés. On est en random sur Spotify. Oui, vraiment. Avec l'algorithme d'Amanda. C'est juste magnifique. Ici, on a des communautés amérindiennes. Et je sais qu'il y en a partout en Amérique du Sud et centrale et même en Amérique du Nord. Ouais. Et pareil, je voulais voir parce que par exemple au Pérou, il y a le Machu Picchu et puis il y a pas seulement que le Machu Picchu, il y a énormément de sites précolombiens, historiques, etc. Et j'avais envie d'aller voir ça, ce qu'il y avait de l'autre côté. Et puis lorsque j'étais là-bas, je me suis peut-être pas assez intéressée à mes communautés guyanaises chez toi déjà, avant d'y aller, parce que du coup tu mets tout en relation directement. Mais ouais, le premier but, c'était découvrir un peu ce que ces peuples-là avaient à nous apprendre. Mais des fois c'est ça, des fois c'est quand on va ailleurs, on se dit ouais, c'était sympa là-bas, totalement. Mais en fait déjà chez moi il y a des choses à faire. Oui. Ça fait comme un déclic en fait. Oui, totalement. On compare tout. Inconsciemment on compare tout. Et c'est vrai que parfois, on a les mêmes caractéristiques, par exemple. Enfin, on a beaucoup de caractéristiques similaires au Pérou, mais par exemple, ils auront plus développé certaines parties touristiques. Ils utilisent peut-être un peu mieux leur tourisme. Et puis, ils ont c'est pas une chance, mais ils ont la chance d'être des pays où c'est vraiment pas cher. Ouais. Ici en Guyane, c'est compliqué de venir déjà. Et même moi j'ai galéré depuis la Martinique. Ouais. C'est clair. Donc il y a plusieurs raisons qui fait qu'on préfère aller ailleurs plutôt qu'en Guyane. Même si c'est triste, mais c'est une réalité. Moi, en novembre dernier, j'étais à Camopi. Ouais. Jamais allé. C'est très sympa. Ouais, j'ai kiffé. J'ai pris la pirogue pendant 7h30. Et j'ai rencontré un ami qui vit là-bas, il est prof de maths, donc ça sera un des épisodes du podcast aussi. Il est prof de maths à Camopi, on a passé 2 jours là-bas et on a fait du kayak, la pirogue et tout. Top. Super dépaysant. Ouais. J'imagine bien, ouais. Franchement, très stylé. Et est-ce que tu avais des idées préconçues sur le Pérou, la Bolivie avant d'y arriver ou
Le Pérou, alors forcément, on imagine, l'excitation fait qu'on imagine son voyage de A à Z, puisque le Pérou, j'ai quand même assez bien programmé. Je savais à peu près où est-ce que j'allais aller, à quel moment, etc. Par contre, le reste, après le Pérou, c'était complètement freestyle. Hein. J'étais pas censée rester en Bolivie, je suis restée plus de 2 semaines. Et j'avais surtout peur niveau sécurité, en vrai. En Bolivie ou au Pérou? Partout. Partout, ok. Partout. Sauf peut-être au Chili. J'avais beaucoup de craintes, mais bon, je suis une jeune fille, je voyage toute seule. Donc, mes craintes étaient plus à ce niveau-là. Et elles se sont avérées fondées ou pas, justement? Non, pas vraiment. Et il faut faire attention. Il faut faire attention quand on est une jeune fille comme ça qui voyage. Il faut faire attention. J'avais peur qu'on vole mes affaires, que je me fasse kidnapper, qu'on vole mes organes. Voilà, ça c'était ce qui revenait le plus. T'as pas peur qu'on te kidnappe et tout? Même mes parents ils m'ont dit arrête et tout, ils vont te kidnapper, Et j'étais là, mais bah peut-être alors. Donc peut-être que c'est mon destin d'aller me faire kidnapper là-bas et puis je sais pas, mais il fallait que j'y aille dans tous les cas. Et malgré tout, les craintes n'ont absolument pas dépassé. À aucun moment je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je pars? Non. C'est vrai, j'avais peur et peut-être 2 jours avant le départ, j'étais terrifiée. Mais le jour du voyage, j'étais prête quoi. Mais pour autant, t'avais déjà fait des voyages toute seule ailleurs? Je suis partie habiter toute seule ailleurs, notamment en Thaïlande. En Thaïlande, j'étais toute seule, mais je me suis fait des amis et on est parti en sac à dos au Cambodge et au Vietnam. Donc j'étais pas vraiment seule. Et puis quand t'es seule, les gens viennent beaucoup plus facilement à toi. Du coup, tu finis pas vraiment seule. C'est ça, du coup. Mais est-ce que tu étais vraiment seule, du coup, au Pérou, en Bolivie? Au Pérou, ouais. Au Pérou, j'étais vraiment assez seule. Puisque au début j'avais très peur, je sortais pas le soir, je faisais tout le temps attention à mes affaires, où j'allais, à qui je parlais, dans quelle voiture je montais. Après on contrôle pas vraiment, on se retrouve dans des taxis, on sait pas si c'est un bon taxi ou si voilà. Donc pour le Pérou, j'avais peur et puis au fil du temps, on se fait un peu à l'idée, on commence à s'habituer, on est un peu moins sur ses gardes, on parle un peu plus aux gens, on est un peu plus ouvert. Donc à partir de là, mais pour le Pérou, j'étais assez très réservée, très sur mes gardes. Et puis ensuite, ça s'est un peu dissipé avec le temps. Ça s'est relâché. Voilà. Alors, t'as fait des études de tourisme. Ouais. Du coup, tu parles combien de langues? Je parle français, je parle assez bien anglais. Maintenant, je comprends bien l'espagnol. Après 2 mois et demi. Voilà. Je ne parle pas créole, malheureusement, je le comprends très bien, évidemment, mais c'est malheureusement, comme dans beaucoup de foyers, j'avais pas le droit de parler créole à la maison, donc j'ai pas pu apprendre ma langue, c'est dommage. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Alors, quelle est ta première impression quand tu es arrivé au Pérou? Qu'est-ce que tu as ressenti arrivé au Pérou? Je me sentais très libre. Pour moi, ça y est, je pouvais tout faire. J'étais super excitée. En plus, je suis arrivée de nuit. Et d'ailleurs, mon sac a été perdu pendant plusieurs jours. Donc, là, c'était un peu embarrassant. Mais j'ai gardé le moral. Le lendemain, je suis partie. J'ai fait le tour de la ville. Non, c'est vraiment une sensation de liberté. Je peux vraiment tout faire. Et au Pérou, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ce voyage? L'authenticité des choses. C'est le Pérou. Lima, c'est une capitale très très moderne. Donc, je suis arrivée à Lima, c'était hyper moderne, c'était très beau et tout. Et ensuite, je suis allée dans des lieux un peu plus authentiques comme Arequipa, Cusco. Je suis allée dans la partie amazonienne aussi, à Puerto Maldonado. Donc là, j'ai vraiment eu des rencontres. Je suis allée habiter dans une famille pendant quelques jours aussi. Donc, c'est vraiment l'authenticité et la culture riche est très présente encore au Pérou. Au Pérou? Ouais. Et sur les 2 mois de voyage, quelle a été l'expérience la plus folle que tu as vécue?
On me pose souvent cette question depuis que je suis rentrée. Et je savais qu'elle allait m'être posée aujourd'hui, mais j'ai aucune réponse. C'était vraiment incroyable, hein. C'est vraiment des jours remplis de fascination, d'étonnement, de surprise. Donc oui, j'ai des moments forts, mais j'ai pas de moment préféré. J'ai autant été impressionnée par le Machu Picchu que d'aller habiter dans une ferme avec des habitants quechua et tout. Qui vivent d'agriculture, donc j'ai pas vraiment j'ai que des moments forts et il y en a pas, je pense pas qu'il y en ait un qui surpasse un peu les autres. Ok. C'était incroyable. Ouais, je vois ça. Tu le retransmets en fait dans ton regard. Non, c'était incroyable. Je suis émue carrément. Ouais. Je pense à tout mon périple parce que du coup, je cherche un moment à décrire. Mais non, c'était incroyable. Peut-être une cérémonie Pachamama, on a fait dans la forêt amazonienne, où vraiment on était très sensibilisés sur ce que la nature nous apportait, sur l'énergie, les âmes, toute cette richesse qu'on massacre de nos jours. Et ça, c'est un moment fort. En plus, j'étais très malade ce jour-là. C'est un moment fort parce que c'est quelque chose qui a vraiment résonné en moi. Donc, si vous voulez, le moment fort, c'est pas quelque chose qui est arrivé, qui a été bouleversé. C'était un petit moment en groupe avec une bougie dans le noir et tout face aux étoiles. Il y a énormément d'étoiles. Enfin, je voyais les étoiles, c'était incroyable. Et voilà, c'est cette relation à la terre, aux astres, etc. Long, très très long. En tout cas, ça donne envie et on va discuter. Parlons gastronomie. Quel est le plat que tu as le plus préféré? Non, alors pas celui-là. Celui que tu as le plus, on va dire, choqué, entre guillemets, ou au Pérou, même en Bolivie. Au Pérou, j'ai mangé du cochon d'Inde. Ouais. Le petit truc là. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est le plat, c'est un plat typique, hein. Il est parfois servi avec un pancho, si au restaurant, totalement, hein. Je l'ai mangé, j'ai habité dans une ferme, comme j'ai dit, avec des Quechua et je leur ai demandé de me faire ce plat parce que dans les restaurants, ça me donnait pas envie. Et quand j'ai atterri dans une famille, voilà, qui faisait de l'élevage de cochons d'Inde et tout. Délire. Ouais. L'élevage de moutons, de cochons, du coup de cochons d'Inde et tout. Et je leur ai demandé, sauf que dans ces communautés un peu reculées, normalement c'est que pour les anniversaires et tout. Mais ils m'ont dit OK. Ils m'ont dit, OK, donc pour l'occasion, on peut te faire du cochon d'Inde. Et j'ai tout suivi, j'ai choisi mon cochon d'Inde. Putain. Ouais, non, c'est horrible. J'ai choisi mon cochon d'Inde, il était tellement mignon. Et tu l'as buté? Non, mais je l'ai même vu mourir. Non, mais c'est horrible. Non, franchement, j'ai pleuré à certains moments. Et eux, ils me regardaient en mode, pourquoi elle pleure? Ce n'est qu'un cochon d'Inde. Et moi, je leur dis, mais moi, chez moi, c'est un animal de compagnie. Mais quand je leur ai dit qu'on mangeait du singe, alors là, eux, ils ont dit, mais c'est un humain que vous mangez quand vous mangez du singe. Et je dis, c'est dans ma culture aussi. Donc, tu vois, il y a ces différences-là qui choquent un peu tout le monde. Au final, c'est totalement normal pour eux. Et moi, j'ai mangé mon cochon d'Inde. Et c'était bon? Oui. Et tu en remangeras? En fait, il y a pas beaucoup de chair. Il y a pas beaucoup de chair. Elle a préparé. C'était entier, c'était comment? C'était coupé c'était comment? Alors moi, j'avais la partie. Franchement, je voulais pas avoir la tête dans mon assiette, donc je leur ai déjà dit plutôt pas la tête, mais j'avais une toute petite pâte grillée comme ça, recroquevillée, ouais. Ah, mais c'est grillé du coup. Elle a fait au barbecue. Au barbecue. Ouais. C'est énorme. Ouais, ça c'était un moment fort aussi. Ouais. J'ai vu un mouton se faire égorger et tout. Enfin, il y a des gens qui ont vécu cette vie-là et que c'est normal pour eux. La preuve, j'ai été. Mais pour moi, c'était la vie à la ferme. C'était tout nouveau. C'était vraiment tout nouveau. Sinon, la partie où on égorge le mouton et on le prépare, je la connaissais pas moi, tu vois. Et j'ai vu tout ça et ils sont en famille, donc une fille plus jeune que moi de 17 ans, elle égorge aussi le normal, au calme. Et incroyable. J'ai pas partagé les images sur mes réseaux, mais je vais le faire. Okay. Parce que c'est vraiment déstabilisant. Alors,
Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a quelqu'un qui est avec nous, qui s'appelle Lovadia, c'est un ami à moi. Et depuis tout à l'heure, là, quand on parle de cochon d'Inde, il est en train de sautiller. Je sens qu'il a une petite question à te poser. Mais en fait, le choc des cultures culinaires, c'est quelque chose, quand on a appris qu'en Chine, ils mangeaient les pâtes de grenouille, ça nous a tous choqués, mais finalement, c'est surprenant, mais en même temps délirant de savoir que le cochon d'Inde, donc moi je me dis cochon d'Inde, mais sérieux, il y a rien dans le cochon d'Inde. Et tout ce que tu racontes, c'est une expérience qui donne envie d'être vécue quand même pour moi, par exemple, qui ne mange pas de viande. Et à ce côté, cochon d'Inde, t'as pu voir avant de manger ce que tu as vu le meurtre en fait de ce que t'as. J'ai tout vu vraiment de A à Z. Je sais pas si même si je mangeais de la viande encore, je sais pas si j'aurais pu voir tout le cheminement, tu vois. Un jour j'ai tué une poule avec ma marraine. Elle m'a appris à égorger une poule comme on fait chez nous. Ça m'a traumatisé. Donc du coup, j'ai plus envie de voir les poules tuées, tu vois, je les préfère avoir dans mon assiette directement, mais j'adore le courage que tu as eu sur le moment, mais j'aurais aimé vivre ça, hein. Ça veut dire que j'aurais aimé aller jusqu'au bout de la cuisson, peut-être goûter. Bon, parce que je suis pas réfractaire à ça. Mais c'est surprenant et j'ai hâte de découvrir d'autres expériences qu'elle partage où il y a ce genre de choc culinaire ou bien ce choc culturel. Bon, voilà. Mais ma question, en fait, comme je le disais en préambule avant qu'on commence l'émission, beaucoup de globetrotters, j'ai envie de dire, ont des leitmotivs. Certains, c'est la nature. D'autres, ce sont les lieux festifs, j'ai envie de dire. D'autres, c'est différents sujets de leitmotiv. Mais toi, en fait, au-delà du fait que t'es Amanda Amazonie et que là t'as visité le Pérou et la Bolivie, c'est ça? Oui. Le Pérou et la Bolivie. Qu'est-ce qui t'a motivé, à part l'école aussi de tout ce que t'as raconté, qu'est-ce qui t'a motivé à aller voir d'autres pays? Quel a été ton leitmotiv pour aller voir ces pays-là, en fait? Qu'est-ce qui te donne le déclic de dire, je vais aller là, en fait? C'est l'Amérique du Sud. Je voulais comparer aussi, je voulais voir comment ça se passait sur notre continent, mais juste ailleurs, en fait. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, je sais qu'il y a différentes communautés. Ici, on a les Wayana, les Kalinia, et là-bas, il y a les Quechua, les Aymara. Donc, je voulais un peu voir comment c'était, surtout que c'est sur la cordillère des Andes. Donc, parfois, il fait très chaud, parfois, il fait très froid. Il y a une partie amazonienne, il y a une partie à des hauteurs, à 5000 mètres d'altitude. Donc, il fait super froid. Je voulais voir le contraste. Et puis, ce sont des destinations... Bon, on parle beaucoup du Pérou aujourd'hui. On en parle de plus en plus, mais... beaucoup moins que les destinations très touristiques, genre Bali, Thaïlande, etc., etc. Donc là, je savais que j'allais trouver de l'authenticité, je savais que j'allais trouver du caractère dans mon voyage, je savais que j'allais être chaque fois émerveillée par quelque chose, que j'allais apprendre beaucoup, que j'allais pouvoir avoir du recul. Je sais que ce sont des communautés qui ont une belle relation avec leur environnement, avec la terre, l'univers et tout, et ça c'est moi, c'est mon délire. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport au caractère, il y a l'authenticité. Ça fait partie des lieux encore où il y a forcément le tourisme, mais c'est assez préservé en fait. Ouais, et puis il y a tellement d'histoires dans ces pays-là. Là, c'est incroyable. Moi, l'histoire me fascine. L'histoire de ces pays-là me fascine. Surtout le Pérou. Après, je pense que c'est parce que j'y suis restée un peu plus longtemps. Mais j'ai visité des sites précolombiens, etc. Des histoires qui m'ont vraiment touché. Ouais, vraiment touché. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces peuples et non l'inverse. Donc ouais, c'est vraiment l'authenticité. Et surtout nous, justement, enfin, de par là où on est, nos cultures, je pense que on est peut-être plus proche d'eux que des cultures occidentales. Moi, je pense totalement. Et c'est là qu'il faut qu'on se focus, en fait. Il faut retirer les œillères, en fait, pour aller voir ce qu'il y a juste à côté de nous. Parce qu'effectivement, on apporte sur une terre une culture, j'ai envie de dire, une méthodologie occidentale, alors qu'ils avaient déjà une méthodologie ici, on s'en éprenne pas. Mais quand tu fais des voyages comme ça, même si on a le choc culinaire, le choc culturel, il y a tellement de réciprocité que tu te dis, mais on peut faire ça aussi chez nous, en fait. Ouais. Et du coup, je pense que ça doit vraiment nous choquer en disant, mais en fait, pourquoi on fait pas ça? Nous, on est sur le même territoire, c'est la même terre, là. On peut faire les mêmes cultures et on est totalement à côté de la plaque en train de faire des trucs occidentaux à cacher encore la nature, puisque on va arriver à ça forcément ici. Et on est peut-être la France, administrativement parlant, mais en vérité, on a
totalement à faire Ah, des on ressemble cultures beaucoup sud-américaines. à chez nous, en fait. Mais oui, c'est chez nous. En fait. On ressemble beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté. Il y a énormément de similitudes. Et puis, le côté authentique, j'ai l'impression qu'on voit les peuples indigènes comme des chasseurs-pêcheurs qui sont là au bord du fleuve ou qui sont là en communauté dans l'Amazonie. Mais ce sont des peuples qui ont connu des civilisations de fous, avec des avancées technologiques de fous. Exactement. Ils utilisaient l'astronomie, l'agriculture de manière incroyable. Ils avaient des systèmes de canalisation. Ils savaient tout faire, en fait. Ils avaient pas vraiment besoin de nous. Donc, bon, voilà. Merci la colonisation. T'as mais des routes qui partent depuis le bout le nord de l'Amérique du Sud. qui redescendent jusqu'en Patagonie, ouais. Des routes et des canalisations, notamment, également. Stratégique, en plus. Et donc, c'est des trucs de Non, malade. c'est... Et il y a quelques milliers d'années, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Et nous, on se pense au-dessus, on se pense en avance, alors qu'en fait... L'histoire est triste. L'histoire est triste puisque les populations ont été décimées, quoi, par des maladies, l'esclavage, le travail forcé, tout ça, voilà. Les colonisation, on adore. Mais du coup, voilà, ça a perdu beaucoup d'authenticité de par la disparition de certains peuples et de certaines cultures. Mais ces peuples-là, donc la population péruvienne ou bolivienne, par exemple, n'ont pas envie de perdre leur héritage. Malheureusement, par exemple, ils avaient initialement leur religion qui était surtout en rapport à la vie, la Pachamama, comme je dis. Et puis, il y a le christianisme qui est arrivé. Donc, voilà, c'est par exemple, le Pérou, il y a une belle population mais justement, ils ont fait un choix religieux ou ils ont plusieurs religions? Il y a plusieurs religions. Ouais. Ben, c'est comme ici, quoi. Alors, attends, je précise ma question. Est-ce que la même personne a plusieurs religions? Donc, les religions type ancestrales plus christianisme, par exemple, tu vois? C'est ça ma question. Je pense pas que ça puisse être compatible. Parce que à la Réunion, par exemple, je sais, enfin, ils ont plusieurs religions, ils peuvent avoir plusieurs religions. Mais là-bas, leur dieu principal, enfin, dans les civilisations ancestrales, c'est le soleil. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais eu de discussion avec un local qui m'a dit, moi, je suis ci ou je suis ça. Ouais. Enfin, en tout cas, qui m'a jamais dit, je suis chrétien, mais je suis aussi, j'ai oublié le nom de leur religion, mais je suis aussi, je crois aussi au soleil et tout, voilà. Ouais. Donc là-bas, il y a plusieurs religions. Il y a le totéisme, le toténisme. Il y a le fétichisme aussi. Il y a et puis j'ai oublié, mais il y a différentes religions, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme, par exemple. Okay. Donc c'est la colonisation. Enfin, ils ont ramené la religion et puis voilà, il fallait la suivre. Donc oui, il y a une belle population qui a dû suivre, se convertir. Et puis il y a ceux qui quand même n'ont pas lâché leur base, la source. Ouais. Donc voilà. Pour parler encore gastronomie, souvent quand on voyage, il y a un plat qu'on kiffe et on le kiffe tellement qu'on le prend tout le temps, partout. C'est quoi le tien? Moi, c'était le ceviche. De quoi? De poisson. N'importe quel poisson? Ouais. C'est tellement bien fait. En fait, on connaît en soi le ceviche, c'est du poisson mariné. Mais c'est tellement bien fait. Et puis là-bas, c'est le plat traditionnel. Ici, on va prendre un ceviche, ça aura un goût différent ailleurs. Là-bas, c'est plutôt similaire. Et puis ils ont plus d'un millier de sortes de maïs. Du coup, il y a une sorte de maïs et puis une deuxième sorte un peu croustillante et l'autre un peu molle qu'on n'a pas du tout ici d'ailleurs, avec des patates douces. C'est excellent, mon Dieu. Alors attends, c'est ceviche, maïs, patates douces. Alors dans le ceviche, il y a du coup le poisson mariné. Ouais. Il y a du maïs. Il y a deux sortes de maïs, un maïs frit et un maïs, je pense, il est juste cuit à l'eau. Mais c'est deux goûts complètement différents. Je vais te demander une photo tout à l'heure par contre. Hein. Ah oui, je peux te montrer parce que qu'est-ce que j'en ai mangé. Et servi avec de la patate douce à la vapeur, je pense. Okay. Pas à la vapeur.
au cul à l'eau. C'est délicieux. Ça m'a donné faim, là, par contre. Ah non, mais le ceviche, alors, c'est délicieux. Et est-ce que tu as découvert justement un poisson particulier que tu connais pas et qui a un goût de fou Alors, je sais que j'ai goûté des poissons que je ne connais pas, Mhm. mais je pourrais pas... Leur donner le Non. donner le nom. Ouais. Durant ton voyage, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as douté? Oui. Il y a même des moments où je pleurais et tout. Enfin, c'est beaucoup d'introspection, un voyage toute seule. Il y a même un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là et tout? Pourquoi aussi longtemps? Parce que j'habitais toute seule, mais j'avais une routine, j'allais à l'école, il y avait des gens autour de moi, je savais ce que je faisais, je savais où j'allais. Mais alors quand je suis partie toute seule, que j'avais mon gros sac de 15 kilos sur le ventre, que je devais prendre le bus, et à un moment t'es fatiguée, parce que je bougeais vraiment tous les 2-3 jours. À un moment j'étais fatiguée, vraiment fatiguée, et voilà, je me suis enfermée peut-être 2 jours, et puis voilà, c'était le breakdown. Et puis à un moment, c'est bon, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut repartir. Donc oui, j'ai douté, beaucoup de remises en question. Tu fais le tour de toi-même. En soi, tu penses à plein de trucs puisqu'il y a plein de choses qui te manquent. Tu reconsidères tes relations, tu reconsidères ton travail, tu reconsidères ta vie, tu reconsidères absolument tout. En fait, tu fais le tour puisque lorsque t'es loin, t'as un peu ce recul-là où tu sais que tu es libre en fait et que rien ne t'emprisonne en vrai. Lorsque t'es chez toi, t'as souvent l'impression de devoir faire les choses parce qu'il faut les faire, ou de devoir parler avec quelqu'un parce qu'il le faut, parce que c'est quelqu'un de ta famille, parce que c'est quelqu'un que tu aimes, etc. Et puis lorsque t'es loin et que t'as ce recul et que du coup t'es toute seule, puisque moi, lorsque j'étais toute seule là-bas, en vérité, il y a que mes parents qui viennent prendre de mes nouvelles, Ouais. et mes copains qui, au bout d'un moment, se demandent où je suis passée. Mais en fait, tu te rends compte que t'es libre, en fait, et que t'as le pouvoir de tout reconsidérer. Donc, à partir de là, tu refais le monde. Et tu te refais toi aussi, en vrai. Ok. Et est-ce que c'est un processus, justement, qui est intéressant à avoir de temps en temps? De faire le tour de soi-même? Ouais. Je pense que oui. À chaque voyage, j'ai eu un peu ce petit moment-là. Donc, merci, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai beaucoup été face à moi-même. Mais celui-là était différent. Et oui, je pense qu'il faut que les gens se fassent un peu plus confiance, qu'ils se fichent un peu la paix, et que ils s'écoutent et que ils prennent les choses avec beaucoup plus d'amour et de responsabilité. On se crée beaucoup de problèmes tout seul. On se crée énormément de problèmes tout seul, alors que en soi les choses ne sont pas si difficiles qu'elles paraissent parfois, bien souvent. Mais on a un don à se compliquer la vie. On a un don vraiment à se compliquer la vie parce qu'il faut, alors que non. Donc oui. Super intéressant. Super intéressant. C'est vraiment le clou, j'ai envie de dire, parce que il y a rien à ajouter quand on parle pour un convaincu, comment on dit, on essaie de prêcher un convaincu, et tout ce qu'elle a dit, c'est un slogan qu'il faut mettre en avant et qu'il faut répéter aux autres, parce que moi j'ai peur de l'avion, donc j'ai pas eu ce leitmotiv dont je te parlais d'aller voyager. Et ces dernières années, j'ai eu l'occasion de voyager 2-3 fois. C'est bon, l'avion, j'ai perdu la phobie de l'avion. Je pensais pas l'avoir à cet âge-là. Et finalement, quand tu me parles d'Amazonie, j'ai même pas envie de prendre l'avion. J'ai envie de partir vraiment sac à dos, traverser ça par la route. Et puis bon, même si j'avais prévu d'arriver au Brésil dans une semaine, si ça prend 10 jours, c'est pas grave, parce qu'entre-temps, partout je me suis là. Et en fait, quand tu parles, je gobe vraiment tout ce que tu dis. En fait, tu as cette faculté de transmettre. Bon, je sais pas. Je pense que le podcast va être vraiment lourd parce que je t'écoute plus que je ne te regarde. Mais le peu de fois où je t'ai regardé, comme disait Gérald, dans tes yeux, on voit scintiller toute la joie que t'as. Des fois, t'es débordé par les yeux plus que par ce que tu dis. Et même dans les gestes, on sent qu'il n'y a pas de mots, en fait, à mettre sur ce que tu ressens. Mais quand je t'écoute, parce que j'ai passé plus de temps à t'écouter que te regarder, et en fait, des fois, je restais là, je rigolais parce que je m'imaginais à ta place. Je me dis, non, elle a dû vivre ça, elle a dû vivre ci, mais elle est grave, elle est hallucinante. Et comme il y a quelque chose que tu as dit dans ta dernière phrase, c'est qu'on a le don de se compliquer la vie. Ouais. Et, Sage m'a dit un jour, être simple, c'est super compliqué. Non, mais c'est vrai. Hein. Je pense que vous avez tout dit. Ce que je peux rajouter par rapport à ça, moi. Rien du tout. Moi, c'est mort. Next question. J'ai fini avec ça.
Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est ma petite famille Quechua avec laquelle je suis restée quelques jours. Ouais. C'était pareil, c'était une maison où je devais baisser la tête pour entrer parce que les Péruviens sont tout petits. Ouais. Ah, ils sont tout petits, donc je dépasse tout le monde d'une tête ou plus. Je suis vraiment, déjà moi je suis grande, mais eux ils sont tout petits et c'était déjà, on était dans les montagnes, dans un petit village. Ils avaient un chien, ils avaient des cochons d'Inde, ils avaient des plantations de fraises, ils avaient des moutons. Fraises, putain. Et ils étaient donc il y avait le père, la mère, une jeune fille de 17 ans Okay. et la grande sœur qui avait peut-être 1 an de plus que moi. Et déjà il y avait la barrière de la langue puisque eux parlent quechua. Ouais. Et ils parlent aussi espagnol, mais à leur domicile, ils parlaient quechua. Et moi, j'étais là, je regardais. Et j'étais fascinée. Alors, j'étais juste assise et fascinée. Et ils vivent de leur agriculture, ils vivent de leur élevage. Ils sont très gentils. On est allé se balader dans le village. Mm-hmm. Tout le monde se connaît, évidemment. On m'a offert plein de choses, notamment des fruits. J'ai découvert plein de fruits. Alors là... Si vous voulez découvrir des fruits, allez là-bas. J'ai découvert plein de fruits, plein de choses à manger. Attends. Donne-moi un fruit que t'as découvert, que t'as kiffé. Le truc, c'est quoi? Le tombeau? Le tombeau ou le sancayo. Le tombeau, c'est un petit fruit que t'ouvres, c'est ovale comme ça. Ouais. Et tu l'ouvres comme ça, en deux. Et ce sont des graines comme le maracuja. Et le goût, c'est mi-monbain, mi-maracuja. Et c'est excellent. Et le sancayo, c'est le fruit du cactus. Ok. Et tu fais forcément une grimace quand tu le manges. C'est un mélange entre le kiwi, citron, pitaya. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. J'adore. Franchement, ces deux-là, c'est trop excellent. Trop bon. Là, tu vas vraiment donner envie de goûter là, par contre, pour le coup. Il y en a un autre petit fruit qui s'appelle le golden berry aussi. Ça, c'est tellement bon. Okay. C'est une espèce de cerise citron, trop bon. Ouais. T'as ramené des graines ou pas? Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'avais commencé à ramener mes graines et tout, sauf que j'ai mis mes vêtements à la laverie et voilà, j'étais dégoûtée. Bon, faut la repartir. Faut la repartir pour le coup. Ah oui. Je suis interdite de Bolivie pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que je suis rentrée dans le pays sans faire... Enfin, eux, ils disent que je suis rentrée sans faire tamponner mon passeport, mais j'ai passé la douane, ils ont pas tamponné mon passeport. Okay. Donc, j'étais illégale dans le pays pendant toute ma durée. Ouais. Et mon dernier hôtel m'a dit, va à l'immigration parce que tu risques d'avoir des problèmes en sortant. Sauf qu'il était vendredi soir, le monsieur m'a dit, désolé, tu peux pas payer ton amende parce que notre guichet est fermé et on peut pas te donner non plus une salida obligatoire, une sortie obligatoire. Donc, tu vas gérer ça à la sortie. Mais tiens mon numéro, j'ai rencontré un mec super sympa, tiens mon numéro et tout. Si t'as un problème à la sortie, tu m'appelles. J'ai un problème à la sortie, je passe la douane et tout. Et le mec que j'ai devant moi, le monsieur, il est pas du tout, c'est un coopératif. Ouais. Ah non, pas du tout. Il essaye pas de comprendre mon problème. Il est juste en mode le tampon. Qu'est-ce que t'as fait? D'où tu viens et tout? Et je lui ai dit, mais non, mais c'est ce monsieur-là. Il a pris mon téléphone et il a appelé la personne. Et heureusement que j'avais du réseau pour qu'ils puissent communiquer ou quoi. Ils se sont parlé pendant un moment. Il était pas content. Je l'entendais au téléphone. Il était pas content. Et au final, il m'a donné une sortie obligatoire et il m'a dit que j'ai interdiction de sortir de revenir en Bolivie pendant 3 ans. Il l'a marqué ou pas? Il m'a pris en photo et tout, hein. Ah ouais? Ouais, il m'a pris en photo. J'ai signé des documents et putain. tout. Ouais. T'es fiché. Ouais, je suis fiché en Bolivie. Mais ça, c'est un truc à raconter maintenant. Ouais. Mais ouais, il était pas content vraiment. Il m'a mis dehors, en fait. Le mec, il s'était tombé sur le mauvais gars, en plus, quand même, pour le coup. Ouais. Putain, d'habitude, on est gentil avec moi et tout. Lui, non, il voulait rien savoir. Tu sors de chez moi, rentre chez toi. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, non. Excellent. C'était une question d'une anecdote marrante, mais là, je pense qu'on est pas mal. On a combien de temps là? Ouais, on va aller un petit peu vers la fin, tranquille, bilou. Tu es une voyageuse. Oui. Quel sera ton prochain voyage? J'hésite.
J'hésite entre le Mexique, qui aussi bénéficie d'une histoire incroyable, et j'aime énormément le continent asiatique, donc pourquoi pas l'Indonésie peut-être. Ok. J'ai envie de connaître le Laos, le Bhoutan aussi, le Japon en fait. Tous les pays, en Ouais, fait. voilà. Mais là, le Mexique est en top de liste en ce moment. Ça dépend si je pars toute seule ou si Ok. je pars accompagnée, ouais. Ok. Mais ouais, ouais, le Mexique. Ouais, le Mexique. Ou peut-être l'Asie, je sais pas. Voilà. Il y a une question que je voulais te poser Mhm. et que j'ai sauté et j'essaie de la retrouver. Ouais. Je la retrouve pas, mais je sais ce que c'est. Ah, voilà. Quelle est la chose la plus marquante, qui t'a le plus impressionné en Guyane? Ça, c'est une très bonne question. La chose qui m'a le plus impressionné en Guyane? Par rapport à la nature et tout ça, et les animaux, enfin tout ce que tu as pu vivre déjà. Alors déjà, j'adore ma faune et ma flore, ça c'est sûr. Je pense que ça va se résumer à là. Pour moi, notre plus belle richesse, c'est l'Amazonie, du coup. Donc, lorsqu'on connaît, et moi, je sais que je ne connais pas grand-chose, lorsqu'on connaît la richesse de nos terres, puisque bon, on a déjà l'or, on a des métaux précieux déjà, on a tout ce qui est richesse en termes de biodiversité, on a les plantes médicinales, etc. Donc, je pense que c'est notre plus bel atout en Guyane, en plus de la culture et de nos différentes communautés, parce que moi, la multiculturalité en Guyane, je la prône plus que je ne l'accuse. Donc voilà. Pour moi, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la multiculturalité et l'Amazonie. Ok. C'est notre richesse, c'est ce qu'on a, c'est qui nous sommes, donc voilà, ouais. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors heureuse déjà. Mhm. J'en sais rien. Franchement, le futur, c'est quelque chose qui me terrifie en vrai. Ok. Mais j'espère être déjà quelqu'un de bien. Et dans la vie en général, j'espère que je ferai un métier que j'aime, que je travaillerai avec des gens que j'aime et que je serai la personne que j'inspire à être aujourd'hui. Je cherche pas forcément à avoir beaucoup de choses, mais je cherche à avoir des choses que j'aime en tout cas. Donc à partir de là, ouais, dans 10 ans, je me vois sereine. Ok. Et c'est quoi la suite pour Damazonie, pour ton compte Instagram? Alors, d'Amazonie, il va falloir qu'elle arrête de procrastiner. Il va falloir qu'elle prenne un peu plus confiance en elle. Il va falloir qu'elle mette ses idées en place. La suite de d'Amazonie, je pense que c'est toujours plus de découvertes et de voyages. La Guyane, j'aspire toujours autant à la mettre en valeur. Il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux qui font ce travail-là. Il y en a qui vulgarisent un peu la chose de façon marrante. Il y en a qui partagent des publications de manière, avec du contenu assez ludique, etc. Par exemple, j'aime beaucoup le compte Instagram de Yécric. Je sais pas si tu connais. Oui. Et du coup, pour moi, c'est des petites personnes comme ça qui font avec ce qu'elles ont, avec ce qu'elles sont, qui font que on va finalement réussir à élever la Guyane. En tout cas, ça va faire partie du développement de la chose. Moi, je communique pas énormément de sorte à me faire connaître, etc. Parce que je le fais parce que j'en ai envie et j'ai surtout pas envie que ça devienne chiant pour moi. Par contre, il y en a qui sont beaucoup plus dissipés et qui font tellement bien les choses. Bakaboto, par exemple, j'aime beaucoup son contenu. Il partage de belles images et tout. Des photographes. Il y a aussi Mowgli qui fait connaître la faune et notamment les serpents, mais pas que. On a plein de gens talentueux et qui veulent mettre en avant le territoire. Donc non, pour moi c'est ce genre de personnes qui m'inspirent un peu. Alors je me compare pas à eux parce que il y a aucune raison, mais ça me booste. Il y a des gens d'ici qui font des choses et qui sont très bien, quoi.
Donc, voilà. L'Amazonie, elle a bien intérêt à faire bouger les choses à son échelle aussi, ouais. Mais il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'hésitations, de questionnements et tout. Je pensais que lorsque j'ai sorti ma première vidéo sur la couleur de l'eau de la Guyane, je pensais que là, ça y est, j'allais m'y mettre et tout, mais les retours m'ont fait hyper peur en vrai au début et je me suis dit, non, pas tout de suite. Et puis ensuite, il y a eu le bac des Anamites. Après, je me suis dit, ouais, trop cool, c'est bon, on continue et tout. La tortue lutte, la soupe saïgonnaise. T'as bien la tortue lutte aussi, ouais. Donc voilà. Et puis, je fais exactement ce que j'avais envie de faire quand j'avais peur de le faire. Donc, pour moi, ça montre quand même une évolution. Et puis, j'ai même pas intérêt, de par ce que j'ai vécu, de perdre du temps, quoi. Parce que si j'apprends quelque chose lors de mes expériences de vie, c'est que j'ai rien à perdre, j'ai absolument rien à perdre. Même si il y a un échec quelque part, c'est une manière de rebondir, c'est très bateau dit comme ça, mais c'est tellement véridique que voilà, faut foncer malgré la peur du jugement, parce que c'est surtout la peur du jugement des autres et même pas nous, ce qu'on est capable de faire, qui nous freine au bout d'un moment. Mais là, j'ai 24 ans, j'ai pas envie qu'à 34 ans, je me dise, mince, j'aurais dû faire ça pendant que j'avais peur du regard des autres. Non, mais c'est bien, c'est top. Ouais. Encore le temps. C'est top. Lova, est-ce que tu as une dernière question à poser à Amanda? J'ai envie de te poser une question culinaire. Mais est-ce qu'il y a un fruit ou un légume que tu as retrouvé partout et même en Guyane? C'est-à-dire en Sud-Amérique. Mon Dieu, les gars, c'est le carambole. Ah ouais? Oh, il y en avait partout. Et en fait, j'en ai encore plus mangé là-bas que ici en Guyane. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, c'est bon, il faut que je rachète du carambole, que j'en trouve et tout. Dans un truc qu'on consommait jeune, mais qu'on a arrêté de consommer en vérité. Oui, moi, j'avais un arbre dans mon jardin. Ça fait tellement de carambole qui tombe et ça sent, et ça fait tellement de choses que les parents, au bout d'un moment, ils coupent ça, en fait. Et là-bas, il y en a partout dans les jus, dans les plats et tout. Il y en a même dans les plats. C'est trop bon. Ça me donne, tu sais, l'eau à la bouche. Je pensais que t'allais me dire le cacao. Ah, j'en ai mangé du cacao. J'ai même appris à faire du chocolat. C'est trop bien de voyager, c'est incroyable. On apprend plein de trucs. Et puis il y a différentes sortes de cacao et tout, j'en ai goûté plein. Et c'est trop bon le cacao. Là, je préfère le cacao au chocolat d'ailleurs. Tu te rends compte qu'il y a même pas 30 ans encore, on faisait le chocolat nous-mêmes. Ça s'appelait chocolat cacao, nous Guyanais. Ouais, ça m'étonne pas. Avec les graines de cacao. De cacao, ouais. On mettait à sécher. Moi, j'ai connu ça à Aurora, par exemple. Et aujourd'hui, on en vend encore au marché, sur certains marchés de Montjoly, à KM. Mais il y a des artisans qui en vendent du chocolat de Guyane. Au marché et tout comme ça, mais commercialisé? J'ai pas encore vu ça. Il y en a un petit peu. Les bâtons de chocolat? Non. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, je parlais des tablettes et tout, et produits vraiment. Ok, ouais, non, je vois. Mais ouais, c'est hyper dur en plus. Ouais, non, je vois. Dur, faut le râper. À l'époque, on disait grager. Il fallait le râper pour avoir. Et puis, à ce moment-là, il est hyper amer parce que du coup, c'est hyper pur comme produit. Beaucoup de lait sucré. Et c'est ce qui faisait le chocolat de première communion, en fait, parce que il y a un petit côté d'amidon où, à force de cuire, il s'épaississait. Tu vois, moi, le vrai chocolat, je l'ai pas découvert ici pour le coup. C'est là-bas, quand j'ai appris à faire du chocolat, que j'ai connu le vrai goût, très, très, très pur, du cacao lorsqu'il est tout juste moulu et que ça devient du chocolat. Mais alors, lorsque tu compares, là, tu sais à quel point il y a du sucre dans ce qu'on nous vend, et là, ah ouais, non. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on a à partager avec nous, qu'on n'a pas abordé? Bon, vous m'avez fait me replonger un peu dans mon voyage, moi qui étais un peu limbée depuis que j'étais rentrée. Ouais, je pense que j'inciterais... ici aussi. Oui, tu limbée en Guyane aussi. Ok. Donc oui, il fallait que je ressorte un peu. Ouais, non, ça m'a fait très plaisir de replonger dans mon voyage et dans mes autres voyages du coup, parce que du coup, inconsciemment, je mets tout en comparaison. Je pense que pour le mot de la fin, j'inciterais
les gens à autant s'intéresser à chez eux qu'à ailleurs. Moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est pas parce que je suis une grande savante de l'histoire guyanaise ou de l'Amazonie. C'est juste que j'aime beaucoup où je viens et du coup, j'aimerais transmettre un peu les caractéristiques et tout, histoire que les gens, aiment aussi. Que ça soit les étrangers ou même les Guyanais, parce que il y a beaucoup de Guyanais qui ne connaissent pas leur histoire. Et moi, je ne connais pas toute mon histoire, mais en tout cas, je m'y intéresse. Et le goût vient en y allant. Donc oui, moi j'inciterais à voyager, à dépasser ses peurs, parce qu'on me dit souvent oui, toute seule, comment t'as fait et tout, mais en groupe ou avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas pu me pousser à fond, j'aurais pas pu aller autant en profondeur, j'aurais pas pu affronter autant de craintes et tout. Quand on est seul, on est vraiment seul avec nous-mêmes, quoi. Donc je pense que c'est une expérience à vivre d'y aller. Bon, après, si on veut le faire en groupe, ça reste une expérience incroyable. J'ai dormi dans des auberges, j'ai rencontré un tas de monde qui, eux, voyageaient en groupe. Mais allez voir ailleurs et surtout intéressez-vous à chez vous et n'ayez pas peur. La vie, la vie, c'est bateau, mais la vie, c'est maintenant. Et je pense que il faut garder énormément d'amour dans son cœur pour évoluer d'une manière sereine. Ne pas prendre les choses personnellement, évoluer en essayant de se mettre à la place de l'autre, etc. En imaginant, moi, si j'étais née dans cette petite ville au Pérou, dans cette famille, qui j'aurais été, j'aurais pas du tout été la même personne qu'aujourd'hui, même si mes parents étaient ce qu'ils sont. Donc, il faut s'ouvrir, il faut pas avoir peur d'être soi. Même moi encore, j'ai peur, mais il faut se laisser sa liberté. C'est très important d'être authentique. Donc oui, j'ai connu des endroits authentiques. Moi, j'aspire maintenant à être quelqu'un de très authentique et de ne pas être en fonction de ce que les autres sont. Donc voilà, ça c'est mon mot de la fin. Il faut être soi-même, vraiment, et dépasser les craintes. La peur, c'est rien. La peur, c'est vraiment sur le moment. Après, ça passe. Et lorsque ça passe une fois, ça passe toujours. Canon. Je suis, pour moi, pour conclure de mon côté, très heureux d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi, merci. J'ai vraiment kiffé. C'est que toi aussi. Et en plus de ça, t'es quelqu'un vraiment de vraiment extraordinaire. Et c'est une très, très belle rencontre. Et je suis très heureux de ce podcast. Merci. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu à tous. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère qu'on en passera d'autres. Ah oui, avec plaisir. Et en tout cas, à très vite pour de nouvelles aventures et Aidiosa. Aidiosa. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@aidiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.